Monsieur le Président, je pense que vous avez raison de rappeler que la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général, de rappeler que la politique nationale pèse énormément sur le fonctionnement de nos collectivités. Je vous ferai grâce de tous les sujets, ça a été abordé. Nous aimons bien regarder aussi comment ça se passe sur l'ensemble des autres régions. Il se trouve que pour 2025, nous avons déjà les premières projections faites en termes de finances locales et on voit que les recettes de fonctionnement de l'ensemble des régions de France baisseraient de 0,6%. Alors c'est vrai que le délico, le gel de TVA passe par là, que l'épargne brute aussi des régions, même si c'est moins fort que les autres strates de collectivités, se dégraderait nettement de 7,5 et que les dépenses d'investissement baisseraient de 8,5%. Et par contre, la variation du fonds de roulement serait en léger excédent, beaucoup moins que d'habitude, moins de 100 millions d'euros pour l'ensemble des régions, ce qui laisse apparaître de grandes difficultés demain, et des trésoreries qui augmenteraient très légèrement après plusieurs années de baisse. Pour les investissements régionaux globaux, on aurait globalement entre 42% de leur financement qui serait lié aux recettes d'investissement, 36% au recours à l'emprunt et 23% à l'autofinancement. Donc il faut dire quand ça va pas, mais il faut dire quand ça va un peu mieux. Et c'est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine semble se distinguer assez positivement parce que son niveau d'épargne brute et nette serait maintenu entre 2024 et 2025 à hauteur de 350 millions d'euros pour l'épargne brute et 170 pour l'épargne nette. Donc sans diminution par rapport à 2024. Les dépenses d'investissement diminueraient de 17,7% quand même, ça a été rappelé. C'est quand même une baisse importante et plus importante que celle projetée pour l'ensemble des régions, 8,5%, et l'encours de la dette augmenterait de 3%, moins que l'ensemble des régions qui a 5%, mais c'est vrai que nous, on a déjà un lourd fardeau en matière de dette. Plus inquiétant, c'est la structure de financement des investissements qui reste quand même très très fragile en Nouvelle-Aquitaine, avec seulement 20% de nos investissements qui sont financés par l'épargne nette, et ça ne va pas s'améliorer, tandis que l'emprunt représente 32% du financement, et les subventions et les participations 48%, mais j'en redirai deux mots. Donc on est véritablement dans un modèle qui est précaire, qui n'est pas périn, et sujet à des aléas en cas de diminution importante, notamment des subventions européennes, et la participation d'investissement dont on bénéficie aujourd'hui. Je voudrais reprendre quelques mots sur la trajectoire budgétaire que vous nous avez présentée, parce qu'au-delà des orientations budgétaires 2026, c'est important de voir jusqu'où on va, notamment en 2029. Vous affichez une trajectoire maîtrisée. Nous dirions qu'elle est profondément fragile. Donc, au-delà des deux objectifs que vous fixez, remonter les taux d'épargne et ramener la capacité d'endettement proche de 8 ans, on est quand même dubitatif sur la réalité des choses parce que on est aujourd'hui pour arriver à un désendettement à 8 ans dès 2027 avec une remontée de l'épargne brute donc à 497,4 millions d'euros en 2029. Donc derrière ces chiffres que vous présentez rassurants, on a quand même des recettes fiscales qui sont très très limitées et surtout un endettement croissant avec des charges d'intérêt en forte progression et une dépendance persistante à l'emprunt avec notamment un remboursement de capital in fine qui va croissant et aussi et surtout 60 millions d'euros de fiscalité nouvelle qui vient améliorer un petit peu pour beaucoup l'ensemble de ces critères. Alors, moi, je voudrais vraiment qu'on attire l'attention sur les charges financières qui sont une spirale qui est incontrôlable. Parce que ce qui est fait, et on ne voit pas bien les mesures. On est sur une hausse des charges financières de plus de 41% en 5 ans, ce qui n'est pas rien. Et cette explosion est la conséquence directe de ce recours à l'emprunt massif. Et on est quand même passé... on va passer de 2025 à 2029 de 75 à 98 millions d'euros de remboursement des intérêts et de 179 à 208 millions d'euros de remboursement en capital. Donc en gros, si on reprend les jours, c'est 700 000 euros par jour
rien que sur le remboursement de la dette. Sur les dépenses de fonctionnement, votre baisse est-elle vraiment réaliste? Pour nous, nous pensons que non, parce qu'elle est anecdotique quasiment. Et de faire porter la seule responsabilité à l'État, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on doute que s'il n'y avait pas eu les ponctions de l'État, qu'on ait eu réellement une volonté de baisser les dépenses de fonctionnement. Pourtant, des marges de manœuvre existent. Et vous prévoyez une baisse nette de 115 millions d'euros sur 4 ans, ce qui est rien au final. Il faudrait le faire chaque année, même voire plus. D'autres régions l'ont fait jusque-là. Et dans le même temps, on a quand même des charges d'intérêt qui progressent de 23 millions, la masse salariale qui augmente de 2% par an, la CNRACL 6 millions par an de cotisation de plus qu'en 2028. Et on a, et ce n'est pas M. Lagrave qui nous dira le contraire, des besoins en transport, en formation et en transition écologique qui continuent de croître. Donc on est sur un scénario de rigueur qui est peu crédible parce qu'il supporte d'absorber la hausse des charges incompressibles sans réduire l'offre de services. Et d'autre part, il repose sur des hypothèses peu vraisemblables, notamment la suppression du DILICO à partir de 2027. Faire confiance à l'État à ce point est de l'aveuglement. Sur les recettes de fonctionnement, ça reste une facilité. C'est vrai que votre choix, et ce n'est pas la première fois, c'est un choix de votre famille politique régulière qui est du recours au levier fiscal. On peut en discuter, notamment si c'est affecté, s'il y a de vraies raisons et si on est capable de faire des économies en conséquence. Mais ce que vous nous proposez aujourd'hui sur les recettes de fonctionnement, c'est exclusivement un impôt nouveau complémentaire de 60 millions sur les mobilités. Sur les dépenses d'investissement et les besoins de financement, on est exclusivement sur un effort qui est maintenu, mais à crédit. Et je rappelle que dans le même temps, les fonds européens restent volatiles. On est à 42 millions en 2025, 135 millions en 2028. On verra si l'Europe a cette capacité-là. Sur les dépenses de la SPIT remboursées, j'attire l'attention de tous qu'on est autour de 150 millions d'euros en 2026 et que 95 en 2029. Donc on n'est pas sur des spirales qui soient fortes. Et sur le recours à l'emprunt, je l'ai déjà dit, de un peu moins de 300 millions à plus de 325,7 millions en 2027. Donc on est en 2029. Donc on est sur cette politique d'investissement qui est financée à crédit, sur de l'autofinancement qui reste trop faible jusqu'en 2029 et n'atteint jamais le tiers nécessaire au financement des investissements. Et donc on arrive très directement à un résultat de clôture qui, fin 2024, faisait apparaître un excédent de 103 millions seulement, en baisse de 53 millions d'euros par rapport à la fin 2023. Et donc on est sur cette tendance-là. Et à noter que le résultat de clôture enregistrait une baisse de 53 millions d'euros malgré le recours massif à l'emprunt et l'augmentation de l'encours de la dette en 2024. Donc ce résultat de clôture, il correspond, et ça c'est assez dangereux, à un fonds de roulement qui n'est que de 11 jours, et ce qui reste assez médiocre. Et donc, à très court terme, cela impose la région de souscrire de plus en plus de lignes de trésorerie, d'y recourir, il nous coûte de plus en plus cher, comme ce fut le cas fin d'année 2024, et ce qui génère des frais financiers. Mais ça génère aussi, et je voulais attirer votre attention sur ce point avant de conclure, la question des délais de paiement. Et nous sommes une des régions qui avons les plus mauvais délais de paiement. Il n'y a pas que la question du trésorier, il y a la question aussi du positionnement de l'ensemble des services, du tatillonnage des uns et des autres. Et sur un délai réglementaire qui est fixé à 30 jours, nous sommes aujourd'hui à 35 jours, 34,4, ça s'améliore d'une petite journée. Il y a véritablement à faire et nous avons proposé qu'en commission des finances, nous puissions aussi regarder ces sujets. Pour conclure, je voudrais revenir sur deux propositions que formule notre groupe. Oui, nous nous sentons responsables aussi, même si ce n'est pas notre majorité, même si ce n'est pas nos choix et que nous votons régulièrement contre ces budgets, mais ça ne sert à rien de travailler tout seul. Et je voudrais vous faire deux propositions. Peut-être la première, c'est de travailler avec ceux qui le souhaitent, en commission des finances ou autour de la vice-présidente des finances, peu importe. Le sujet, c'est qui est capable de se mettre autour de la table, faire des propositions et essayer d'avancer pour que la trajectoire de redressement de notre région soit une véritable trajectoire
2026-2029, et donc soit d'autres natures que les 100 et quelques millions de retraitement des dépenses, et permettent véritablement de pouvoir garantir un avenir durable à notre région sans gréver les prochaines générations. Et puis, la deuxième proposition, elle va directement, cher Président, sur votre volonté d'être un décentralisateur. Nous avons un gouvernement, va-t-il durer? Certes, où le Premier ministre a annoncé son souhait de choc de décentralisation, a nommé l'ancienne ministre de la Ruralité comme ministre de l'aménagement du territoire et notamment de la décentralisation. Est-ce qu'on n'a pas la capacité d'être force de proposition, comme vous le disiez ce matin? Il n'y a pas eu beaucoup d'élus qui ont répondu à l'appel, mais il y a encore du temps. Et n'avons pas, nous, la possibilité, cher Président, au-delà de la loi, sur le plan national, de pouvoir bâtir un contrat de confiance et de modèle de régionalisation ou un modèle de décentralisation Nouvelle-Aquitaine, et qu'on puisse être une référence aussi sur ce qu'on est capable de bâtir entre nous. Quand je dis entre nous, c'est entre l'ensemble des strates de collectivités. Chacune ont leur avantage. J'ai bien entendu qu'on n'est pas là pour faire du clientélisme, ni chaque élu, ni chaque territoire, ni de manière globale pour ce budget, mais vous, le décentralisateur né, celui qui se veut girondin, doit aujourd'hui mettre en place avec l'ensemble des strates, que ce soit les départements qui portent une proximité, sur les collèges, sur les lycées, avec vous, sur la formation, sur un certain nombre de sujets de ce type-là, sur la précarité, on en a parlé tout à l'heure, avec les EPCI, sur la partie économique, parce que on est redondant ou pas, mais il y aurait à la fois le cadre général de la Nouvelle-Aquitaine et la capacité à le porter au plus près du terrain et des besoins du terrain. Et donc, on vous formule au niveau de notre groupe, avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, vraiment que nous puissions être ceux qui dynamitons et soyons force de proposition et de mise en œuvre d'un véritable contrat de confiance et d'efficacité de ce que peut être un modèle de décentralisation dans notre pays. Parce qu'il en va aussi de l'efficience et des budgets de l'ensemble des collectivités. Je vous remercie.